Bonjour à tous et bienvenue. Une importante rencontre s'est tenue hier, lundi, en fin de journée, entre le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone, et le PDG du groupe ADOA, le groupe qui vient de signer un accord de financement avec la Société financière internationale, va renforcer ses offres de logements abordables dans notre pays. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Ce lundi, à la présidence de la République, Anas Berada de Douja Promotion du groupe ADOA et sa délégation sont reçus par le vice-président Thiemoko Meïlie Kone. Le groupe est venu annoncer la signature d'un accord de financement avec la Société financière internationale SFI pour renforcer ses offres de logements abordables dans le pays. Aujourd'hui, nous couvrons 15 programmes immobiliers ici à Abidjan, dans tous les segments d'activité, du social, l'économique, le haut standing, dans différents quartiers. C'était un jour important pour nous puisque nous avons signé avec la SFI un contrat de financement qui porte sur un montant de 27 millions de dollars et qui vise à accélérer nos réalisations en Côte d'Ivoire à travers le financement de près de 5600 logements abordables en Côte d'Ivoire. La signature de cette convention de financement de 27 millions de dollars US, soit plus de 16 milliards de francs CFA, devrait permettre de réaliser des logements socio-économiques dans le Grand Abidjan. Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique, c'est le thème du premier forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance qui a démarré hier lundi à Abidjan. Un cadre d'échange, de réflexion et de propositions de réponses co-organisé par le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens et le programme pays de renforcement des capacités avec le soutien de la Banque mondiale. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a ouvert les travaux. Léon Brou. Fonctionnaires, élus, leaders de communautés, ONG, syndicats, coopératives, bref, le corps social interrogé sur les limites et obstacles de la participation citoyenne à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des politiques publiques. Pas que les initiatives et réformes ne font pas effet, il s'agit plutôt de renforcer le pacte de confiance entre gouvernés et gouvernants. Nous ne saurions nous satisfaire des résultats obtenus au regard des défis encore énormes à relever. L'organisation de ce forum se justifie par cette nécessité. Aussi, l'objectif général de ce forum est de stimuler le débat sur les enjeux relatifs au renforcement de la participation citoyenne dans la gouvernance publique comme préalable à l'atteinte des objectifs du développement de la Côte d'Ivoire. Ce forum peut aussi partager les bonnes pratiques en matière de participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Pour nous, au niveau de la Banque mondiale, c'est un privilège d'être un partenaire pour ce genre de programme. Parce que tout argent qu'on met, qu'on appuie les programmes du gouvernement, c'est surtout qu'on ait un impact sur le terrain. C'est surtout que ça puisse changer la vie de tout Ivoirien. Visée, promotion de la bonne gouvernance. Le ministre du Budget et des Finances salue ce rendez-vous qui vient booster les réformes du gouvernement. Ces réformes ont aussi instauré le renforcement des dispositifs de contrôle de la gestion des ressources publiques et l'amélioration de l'accès à l'information budgétaire. Au titre de l'amélioration de la transparence et de l'accès à l'information budgétaire, plusieurs actions en lien avec les problématiques du présent forum ont été posées, notamment la publication en ligne des documents budgétaires et des situations d'exécution trimestrielle et semestrielle. Même son de cloche chez le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé indique la mobilisation des institutions de la République comme gage d'intérêt pour la Côte d'Ivoire à promouvoir la bonne gouvernance. Le présent forum national autour du thème enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique se pose donc comme une véritable opportunité pour nous en vue de trouver ensemble des leviers pour créer un cadre plus propice à l'expression des voix des citoyens et des groupes de citoyens dans la vie de la nation. C'est un thème qui nous invite à réfléchir sur
des notions fondamentales aptes à façonner la qualité de la relation entre l'État et les citoyens en vue de bâtir des consensus autour des réformes nécessaires pour consolider notre démocratie et garantir une gouvernance exemplaire. Le premier sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance, ce forum va durer 3 jours, du 10 au 12 mars 2025. Le 10 mars 2021, Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre ivoirien, tirait sa révérence. 4 ans après, la Côte d'Ivoire se souvient de ce fils qui aura servi son pays avec dévouement et abnégation. Alexis Ouedraogo. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. L'histoire retient de lui une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, aura servi son pays avec dévouement et abnégation. Proche des masses, il était considéré comme un homme du peuple, le contact facile. Les jeunes de Côte d'Ivoire, vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on est au COI. Ahmed Bakayoko entretenait des relations privilégiées avec toute la classe politique ivoirienne. Pour lui, il fallait faire l'économie des crises, se parler en tout temps et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Qu'il n'y a pas une famille bêtée, qu'il n'y a pas une grande famille alliée, qui soit Akan ou qui soit Malinki. Il n'y a pas un bêté qui n'a pas un ami fort, un ami d'enfance, Djoula ou un Baoulé. C'est ça notre vie, notre réalité. Que la politique ne vienne pas déranger. Un message qu'il n'a cessé de marteler aux plus jeunes. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Ce 8 mars 2025, il aurait eu 60 ans. Incursion à présent dans l'univers de ces métiers particulièrement éprouvants en cette période de Ramadan. Ils sont nombreux, ces musulmans qui allient travail pénible et jeûne. Comment y parviennent-ils? Réponse avec nous, Sangaré. Mois de pénitence et de spiritualité, le Ramadan impose aux musulmans de s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Cette abstinence, bien que spirituellement bénéfique, représente un véritable défi pour ceux dont le travail exige une grande énergie physique. C'est le cas d'Aboubakar et son frère aîné qui s'activent à remplir ce tricycle de gravier. Avant Ramadan, moi je travaille à 7 heures, on descend à 18 heures. Pendant Ramadan aussi, c'est même chou. Avec le Ramadan, là, ça nous fatigue en tout cas. On charge les sables, briques, gravier. Donc ça nous fatigue beaucoup même. C'est comme bon, on avait les moyens, donc moi dès carrément le Ramadan, on ne doit pas se fatiguer, on allait rester à la maison. Comme Aboubakar et son frère, Brahima et ses amis font face aux mêmes contraintes. Concilier jeûne et métier physique. Sous ce soleil de plomb, malgré le jeûne, ils doivent produire au quotidien 1000 briques. Pour tenir le coup, ils ont adapté leurs horaires de travail, une nécessité face aux contraintes du Ramadan. Avant Ramadan, on commence à 6 h, on finit à 14 h. Maintenant, on commence à 5 h du matin, on finit à midi. Jeûne là, c'est pas facile. Si tu n'es pas commencé vite là, ça fatigue. À cause de ça, on commence à 5 h du matin. Avant le soleil monte, là, on finit à midi. On trouve partout à Abidjan ces ouvriers qui, malgré le jeûne, travaillent sans faiblir. Dans ce dépotoir à ferraille, dans la commune de Makori, le travail bat son plein. On ne peut pas faire autrement parce qu'une fois que tu as eu l'âge, on est obligé de le faire parce que où on est arrivé là, nous ne sommes plus des enfants encore. Donc ça n'a rien à voir le travail, ça ne gâte pas aussi quoi. À partir de midi, 13 h comme ça, tu vois qu'on commence
a ralenti un peu. Entre la découpe du métal, le martelage et la soudure, ces travaux requièrent une grande dépense d'énergie. C'est obligé de faire ça pour survivre. Voilà, on ne peut pas dire pareil, je suis un jeune, je ne travaille pas. On ne peut pas gêner pour s'asseoir, il faut gêner pour travailler. Pour ne pas trop souffrir du jeûne, Sidiki, fabricant de daba, a trouvé sa solution. Réduire l'intensité de cette tâche. Avant le mois de jeûne, je peux faire 50 dabas par jour. Bon, aujourd'hui, par exemple, là, je peux faire 30 dabas ou 20 dabas par jour. Je réduis un peu le travail. Pareil, là, le mois de carême, on ne commence pas vite. On commence à 9h, finit à 17h30. Parce que le nombre de dabas va réduire. Le mois de jeûne, ce n'est pas facile. L'islam prévoit des recommandations pour les travailleurs confrontés à de telles épreuves. Lorsque vous menez une activité et que vous êtes obligé de le faire pour vivre, nous appelons ça un travail obligatoire et inévitable. Dans ce cas, il est permis, n'est-ce pas, de rompre le jeûne et avec l'obligation de rattrapage au bon moment. Mais si le travail n'est pas obligatoire, qui n'est pas inévitable, ça veut dire que vous pouvez avoir d'autres alternatives. Il est mieux de privilégier le jeûne. Malgré la fatigue, la chaleur et l'effort physique, ces travailleurs restent fidèles à leur foi. Pour eux, le ramadan est une épreuve de résistance, autant physique que spirituelle. Un mot de sport football dans ce 6h30. Parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Faye Emers, le sélectionneur ivoirien, vient de dévoiler la liste des 23 éléphants qui vont affronter le Burundi et la Gambie. Parmi eux, Sébastien Haller, qui signe son retour après plusieurs mois d'absence. Les détails de Ngamblé Konaté et Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Adengra qui est passé, Adengra Simon, petit ballon! Sébastien Teddy Haller est de retour en sélection. Absent depuis juin 2024, l'attaquant d'Utrecht retrouvera les éléphants dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour nous, il mérite de venir en sélection parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Comme Sébastien Haller, 22 autres joueurs ont été retenus par Emès Faye. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Si Jean-Philippe Gbamin a été appelé pour remplacer Seri Jean-Michael blessé, le jeune défenseur Clément Akpa, lui, évoluera en équipe A pour la première fois. Talonné par le Gabon, la Côte d'Ivoire ne doit pas faire un faux pas durant les rencontres contre le Burundi et la Gambie. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. La Côte d'Ivoire ne peut pas manquer cet événement, ne peut pas manquer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, surtout que ça fait 2 éditions qu'on rate. Donc c'est une trêve internationale qui va être très très importante pour nous. Et notre objectif, il est très clair, c'est prendre les 6 points et sortir de cette trêve internationale, au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon, en espérant qu'eux aussi fassent un faux pas pour accentuer un peu plus l'écart avec eux. Les champions d'Afrique en titre se déplaceront le 21 mars au stade de Meknes, au Maroc, pour affronter les Hirondelles du Burundi, avant de recevoir les Scorpions de la Gambie, le 24 mars à Abidjan. Dans l'actualité internationale, Rodrigo Duterte, ex-président des Philippines, est actuellement en détention. Il a été interpellé ce mardi matin à son atterrissage à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui le soupçonne d'avoir favorisé ou encouragé des milliers d'assassinats arbitraires au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Rodrigo Duterte a dirigé les Philippines de 2016 à 2022. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée. Prudence sur les routes.